Permettez-moi de remercier chaleureusement tous les rapporteurs fictifs qui ont œuvré à la rédaction d'amendements, mais au-delà, tous les membres de la commission emploi, puisque nous arrivons à plus de 600 amendements pour ce texte, ce qui prouve l'intérêt que vous avez manifesté pour ce sujet très important, et c'est une bonne chose. J'avais été rapporteur d'un rapport d'initiative de lutte contre le dumping social. On était à plus de 700, donc ces 600 amendements ne me font pas peur a priori. On avait travaillé avec Danuta Jaslovica à ce moment-là, et j'ai déjà lu l'ensemble de ces amendements. Et je vais donc vous dire aujourd'hui quelle est la première synthèse que je peux faire de l'état de discussion que nous avons dans un dossier qui est compliqué parce qu'il y a différents points en réalité et ces points ne sont pas forcément connexes les uns avec les autres. Alors tout d'abord, je commencerai par évoquer l'esprit qui a animé la Commission lors de la présentation de cette proposition de révision du règlement, favoriser la mobilité européenne tout en garantissant la sécurité et l'effectivité des droits de tous les Européens. C'est le pari historique de l'Union européenne. Comment circuler, travailler et avoir des droits protecteurs. C'est une gageure quand nous ne sommes pas dans un système harmonisé, mais simplement dans un système de coordination, avec autant de systèmes de sécurité sociale différents selon les différents pays. Et je rappelle qu'il n'y a pas que l'Union européenne qui est concernée par cela, puisque l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse sont aussi dans l'espace concernés aujourd'hui par cette coordination. Alors, dans le détail, je souhaite vous faire part de mes premières remarques sur les différentes dimensions propres à ce dossier. La Commission européenne apporte en premier lieu des modifications en matière de coordination des prestations chômage en 3 points. 1. S'agissant de la période d'exportation des prestations de chômage, à savoir une personne qui part chercher un emploi à l'étranger peut conserver temporairement son droit aux prestations de chômage pendant son séjour à l'étranger, cela est étendu par la Commission dans sa proposition de 3 à 6 mois, avec la possibilité laissée aux États membres d'étendre jusqu'à l'extinction des droits cette période. Je suis favorable à cette proposition. Et je propose même d'étendre cette période d'exportation jusqu'au terme des droits ouverts de prestations chômage. Ça, c'était ma proposition initiale, celle que vous avez lue et sur laquelle vous avez déposé des amendements. Alors, il existe, quand on lit les amendements, une grande variété de vues, une très grande diversité traversant largement les différents groupes politiques sur ce sujet. Certains soutiennent la proposition initiale de la Commission, d'autres préfèrent conserver la situation actuelle, d'autres sont favorables à une exportation pleine et entière des droits aux prestations. Il nous faudra donc sur ce sujet trouver un équilibre. Peut-être reviendrons-nous à la proposition initiale de la Commission, je n'en sais rien. Ça peut être une piste, mais il faudra en discuter entre nous. Je respecte l'ensemble des positions défendues par les membres de cette Commission. Cependant, ayons conscience des divisions qui, sur ce sujet, concernent tous les groupes politiques, y compris le mien. Je ne souhaite pas, en tant que rapporteur, que le Parlement affiche une ambition en deçà de ce que la Commission propose, à savoir l'extension à 6 mois de la période d'exportation des prestations chômage. Je rappellerai simplement l'étude réalisée pour la Commission, mais aussi celle des services de recherche du Parlement européen, qui souligne qu'une période d'exportation des prestations chômage plus longue accroît des chances de la personne au chômage de trouver un emploi. Je resterai évidemment disponible pour échanger avec les députés qui le souhaiteraient sur ce sujet tout au long des négociations. Concernant le principe de totalisation ou d'agrégation, l'État membre de dernière activité du demandeur d'emploi devra tenir compte des périodes d'assurance accomplies ailleurs lorsque le demandeur d'emploi aura travaillé dans cet État pendant au moins 3 mois. Sinon, c'est l'État membre où il a exercé son activité antérieurement qui devra lui verser les dites prestations. Cela, c'est la proposition de la Commission. La situation actuelle semble relativement confuse pour les institutions compétentes des États membres. Chaque État a en effet défini une période minimale différente, pour certains quelques semaines, d'autres 1 mois et certains 3 mois. Je souhaite insister sur le fait que la totalisation est l'un des principes de base de cette législation. Pas de problème. Comme l'a justement noté l'étude du Parlement européen parue la semaine dernière, la proposition de la Commission, au-delà des clarifications qu'elle apporte, comporte également un biais restrictif. C'est pourquoi je proposais de ramener à 1 mois la période minimale d'activité
avant totalisation des périodes de cotisation dans l'État membre de dernière activité. C'est sur ce sujet qu'il y a la plus grande variété de points de vue. Ainsi, de nombreux amendements visent à rendre obligatoire la période d'agrégation dès le premier jour, comme l'exprime l'amendement 98 par exemple de Madame Jaslovica et d'autres députés du PPE, tandis que Madame Stevens par exemple et d'autres députés ECR préfèrent une durée de 6 mois à l'amendement 104. Au-delà de la question de la durée minimale de cotisation ou d'assurance, avant de procéder à l'agrégation, j'ai également noté des propositions intéressantes, telles que celles formulées à l'amendement 103 par Emilian Pavel, considérant que ces périodes d'assurance devaient également inclure les périodes d'incapacité de travail à la suite d'un accident ou d'une maladie. Vous l'aurez compris, le clivage politique classique entre groupes semble inopérant sur cette thématique, encore plus que sur d'autres sujets. C'est pourquoi j'essaierai de proposer un amendement de compromis susceptible de réunir une majorité. S'agissant des travailleurs frontaliers, sujet épineux, la Commission propose que ce soit à l'État membre du dernier emploi de verser les prestations de chômage aux travailleurs frontaliers si ceux-ci y ont exercé une activité pendant 12 mois. En vertu des règles actuelles, l'État membre de résidence est compétent, bien que les travailleurs frontaliers versent leurs cotisations sociales dans le pays d'activité. Il semble légitime que l'État percevant les cotisations sociales soit également celui chargé de verser les prestations chômage. Cependant, des éclaircissements devront être apportés aux dispositions prévues afin d'éviter que l'évolution proposée par la Commission ne débouche sur des difficultés pratiques d'ordre administratif, linguistique ou d'offre de formation et que soit clarifiée la compétence du service public de l'emploi. J'ai également souhaité préciser que les États membres pouvaient, s'ils le souhaitent, prévoir des systèmes financiers visant à compenser d'éventuels écarts entre les niveaux et les durées de prestations. Sur ce sujet, nous le savons, il y a des travailleurs qui, avec le système proposé par la Commission, risquent de perdre beaucoup d'argent et risquent de se retrouver dans des situations compliquées en cas notamment de différends juridiques au moment où ils doivent gérer cela avec les autorités nationales du pays dans lequel ils ont travaillé. Donc, oui à la proposition de la Commission, sans doute, mais avec des aménagements très importants pour les travailleurs frontaliers si on ne veut pas se retrouver dans des situations sociales terribles. J'ai bien noté, là encore, une diversité de points de vue. Je serais intéressé d'échanger avec les différents rapporteurs fictifs sur ce sujet, notamment M. Schulze, sur le maintien du système actuel avec un modèle de compensation financière entre États réellement efficace, ou avec Mme Zimmer sur la possibilité de mettre en place un système à la carte, entre guillemets, au choix pour le travailleur frontalier, soit un système européanisé d'assurance chômage pour les seuls travailleurs frontaliers. Tout cela, ce sont des propositions qui remontent aujourd'hui des différents amendements. La Commission propose également la création d'un chapitre spécifique consacré aux soins de longue durée qui s'inspire de la logique prévalant pour les prestations de maladie. Vous le savez, je l'ai écrit, je suis a priori favorable à cette initiative. Je souhaite que la commission administrative travaille plus étroitement avec les représentants des partenaires sociaux qui ne sont pas réellement associés aujourd'hui, des organisations professionnelles et des bénéficiaires concernés, en particulier dans l'élaboration de la liste des prestations concernées. Sur ce sujet, j'attendais de voir si une majorité soutenait ou non la création de ce chapitre spécifique. La réponse est très claire. Amendement 342 soutenu par le rapporteur fictif M. Schulze du PPE ainsi qu'un nombre important de députés de son groupe hostile. L'amendement 344 de la rapporteure fictive du groupe des Verts, Mme Lambert, hostile. L'amendement 345 de la rapporteure fictive ALDE, Mme Harkin et de plusieurs députés de son groupe, hostile. Amendement 346 de la rapporteure fictive et présidente de la GUE, Mme Zimmer, et d'autres députés de son groupe, hostile. Ainsi, on peut, de manière assez raisonnable, constater qu'il y aura sans doute une très large opposition ici de la création d'un chapitre séparé nouveau et qu'il faudra donc travailler à comment nous pouvons insérer au mieux dans le chapitre existant ces nouvelles propositions aujourd'hui concernant les maladies de longue durée, leur définition et le fait qu'il y ait des droits effectifs et concrets, clairement préhensibles par les usagers
aujourd'hui. J'ai bon espoir que nous trouvions sur ce sujet un point d'équilibre réunissant une très large majorité de députés. La proposition de la Commission vise également à intégrer la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne relative aux conditions d'accès des citoyens mobiles économiquement non actifs à des prestations de sécurité sociale. Je prends note de la jurisprudence, mais j'estime qu'il n'incombe pas aux législateurs que nous sommes de procéder à la codification des décisions prises par la Cour, et je note notamment que le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, des ministres, est également sur la même longueur d'onde. J'ai bien noté les innombrables amendements de suppression, d'ajustement de la proposition de la Commission, d'élargissement des possibilités d'accès aux assurances maladie dans les États membres. Je persiste à penser que si nous voulons trouver un accord, nous serions avisés de ne pas rentrer dans des débats difficile, conduisant à fournir notre propre interprétation de la jurisprudence. Je ferai des propositions en ce sens, mais je souhaiterais que ce débat n'occupe pas une place démesurée, surtout si l'objectif que poursuivent certains est de codifier une jurisprudence qui, par définition, s'applique d'ores et déjà. Sur et concernant la législation applicable, détachement, pluriactivité, etc. Je soutiens en la matière la Commission dans sa volonté de procéder à la standardisation des procédures concernant la délivrance, le format et le contenu des documents portables attestant de l'affiliation au régime de sécurité sociale, à la détermination des situations dans lesquelles ce document est délivré et les modalités de retrait du document lorsque son exactitude est contestée par l'institution de l'État membre d'emploi. Nous devons renforcer la coopération entre administrations compétentes. Le principe de coopération loyale doit être conforté à travers la définition de délais de réponse plus courts. Et j'estime pour ma part que l'absence de réponse doit entraîner un basculement de compétences entre autorités compétentes. Cette proposition est soutenue dans des formes variées par plusieurs députés de cette commission. Amendements 520 ou 537 de la GUE, autres députés SND. Je pense aussi aux amendements de Mme Agea en la matière pour les 5 étoiles. Afin d'assurer une optimisation des échanges entre administrations et d'assurer la protection des citoyens européens, je soutiens la mise en place de nouveaux dispositifs, mise en place d'un réseau électronique connecté entre organismes de sécurité sociale, à l'image de ce qui existe en Belgique sur le modèle de la banque Carrefour, introduction d'une carte électronique ou et numéro européen de sécurité sociale. De manière générale, il est indispensable que soit enfin engagée la modernisation numérique des documents. Les amendements 460... Monsieur Ballas, s'il vous plaît. Pourriez-vous parler un peu plus lentement et ne pas lire? Merci. 460, 461 et 462 de la GUE, de membres du groupe socialiste et démocrate et du PPE vont également dans ce sens, et je m'en réjouis. Je juge également important de clarifier les règles applicables aux salariés détachés. Période minimale obligatoire d'affiliation au système de sécurité sociale de l'État d'envoi. À cet égard, je note l'amendement 558 et 559 de Mme Morin-Chartier, M. Rollin et de 3 autres membres du PPE, tout comme l'amendement 560 de Mme Agea. Concernant l'émission préalable de documents portables avant le début du détachement. Enfin, une dernière thématique particulièrement sensible pour certains membres, la question de l'indexation des allocations familiales au lieu de la résidence des enfants. Ce n'est pas une proposition de la Commission, je le rappelle, mais une proposition de certains États membres. Rappelons que moins de 1% des allocations familiales totales sont payées à des enfants qui résident dans un État membre différent de celui dans lequel leurs parents travaillent. À cet égard, l'impact sur les finances publiques d'un système d'indexation assurant une localisation et une actualisation du montant des allocations en fonction du lieu de résidence des enfants impliquerait la mise en place d'un système complexe et coûteux. À peine un quart des députés de cette commission se déclarent favorables à cette indexation. Certains d'entre eux ne souhaitent pas d'ailleurs établir un droit optionnel aux États membres. J'en prends note. Je maintiens cependant mon opposition à cette indexation. L'indexation établirait une discrimination entre Européens vivant au même endroit et cotisant ou payant des impôts pour le même type de prestations, et cela semble difficile à accepter. Surtout, et c'est le plus important, aucune étude statistique n'a pour le moment été produite pour démontrer le fardeau insoutenable pour les finances publiques des États concernés. La mise en place d'un tel système se révélerait extrêmement complexe et coûteux, et j'ai bien peur que le montant serait supérieur aux gains
qui serait espéré par les États qui voudraient aujourd'hui établir cette indexation. C'est pourquoi je ne souhaite pas, pour ma part, qu'il y ait d'indexation. Évidemment, nous en discuterons au moment des shadow meetings entre les différents rapporteurs pour voir quelles solutions sont possibles aujourd'hui. En conclusion, je termine. Je souhaite à nouveau que les discussions autour de la révision des règlements de coordination s'écartent des postures et des caricatures débouchant sur des procès perpétuels, d'un côté tourisme social, fraude généralisée, de l'autre protectionnisme déguisé. J'ai bon espoir que, menée à bien, cette révision permette au contraire d'assurer la continuité des droits sociaux des citoyens tout en favorisant une mobilité de qualité en Europe. Je reste à la disposition des membres de cette commission pour parvenir à un accord de qualité sur cette législation sociale essentielle et je vous remercie pour votre attention et désolé pour la rapidité parfois du débit.